Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce 4e épisode consacré à la construction des télescopes et en particulier des télescopes de type Stroke. Ces télescopes de voyage donc qui peuvent être embarqués en avion, en train ou en voiture. Et donc aujourd'hui je vous propose d'aborder un sujet quand même assez compliqué mais qui est peut-être un des cœurs, un des éléments fondamentaux du fonctionnement de notre télescope, à savoir le barillet. Le barillet est responsable de supporter le miroir primaire et s'il est mal conçu, eh bien vous allez dégrader les performances et la qualité d'image obtenues par votre miroir primaire. Il existe de nombreuses polémiques dans le domaine de l'astronomie amateur concernant la construction des barillets dans la mesure où il est difficile tout simplement de modéliser réellement le comportement du verre et le comportement du barillet. Aussi je vous demanderai de bien accepter le principe que nous allons essayer de concevoir un barillet mais qui aura une certaine marge de tolérance dans les calculs et puis dans son comportement mécanique et dynamique. Même si vous ne fabriquez pas vous-même votre télescope, c'est le moyen aussi de mieux comprendre comment fonctionne le barillet de votre télescope. Et je pense en particulier aussi à ceux qui démontrent quelquefois le miroir de votre barillet de façon à le décontraindre et aussi à le nettoyer. Parce que si jamais vous ne le remontez pas correctement, vous pourriez avoir quelques petits soucis. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors la première chose à bien prendre en considération quand il s'agit de la construction de cette partie mécanique du télescope, c'est de comprendre que les matériaux ne sont pas des matériaux parfaits. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez ici un profilé en U en aluminium et vous avez simplement un profilé plat en aluminium. Et si je les maintiens parallèlement, vous pouvez voir que le profilé plat a une certaine torsion du fait simplement de son propre poids puisqu'il n'est maintenu qu'en un seul point. La réalité, c'est que même la barre du dessus, donc profilée en U, mais ça pourrait être un profilé carré, a également sa propre déformation, simplement elle est moindre. Donc en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que tous les matériaux que nous allons utiliser dans la construction de notre télescope ont une déformation. Que ce soit la caisse, que ce soit les tubes de carbone ou en métal qui vont nous servir à bâtir la structure du télescope, mais que ce soit également les éléments du barillet. Je pense en particulier à ces poutres de métal qui vont nous servir de façon à pouvoir faire la collimation. Alors permettez-moi, avant de continuer, de vous parler un peu de votre miroir. Je viens de vous le dire, la matière se déforme, tout matériau se déforme, qu'il s'agisse de métal, de bois, de carbone, et c'est aussi le cas pour le verre. Comme vous pouvez le voir, donc ce miroir donc de 200 mm, il repose donc sur mes 3 doigts, puisque 3 points dans l'espace suffisent à définir un plan, à constituer un isostatisme si vous voulez. Et donc mon miroir là actuellement est en train de se déformer sur mes doigts. Au regard de mes 3 doigts si vous voulez, vous avez donc ce qu'on va appeler des pics. À distance de mes doigts, vous allez avoir des vallées. C'est ce que vous pouvez voir sur le diagramme sur le côté. Donc au regard des pics, eh bien, la surface du miroir est déformée vers le haut par rapport à la parabole idéale de quelques nanomètres. Et cela va suffire, éventuellement, ça dépend de la quantité, si vous voulez, de cette déformation, à commencer à déformer un petit peu l'image à très fort grossissement et à rendre finalement la mise au point un petit peu difficile. Quand je parle de très fort grossissement, on est à 1 fois D, voire 2 fois D, bien évidemment. Et donc là-dessus, le rôle de notre barillet est de maintenir notre miroir de la façon adéquate, de façon à limiter cette déformation dans une plage de tolérance qui nous permettra d'avoir une image tout à fait conforme à ce que l'on est en droit d'attendre du miroir. Alors bien sûr, nous n'allons pas viser non plus en permanence au zénith. Quand vous allez incliner votre miroir, il va falloir 2 points supplémentaires au minimum, donc pour le maintenir et l'empêcher de chuter. Ces 2 points vont introduire 2 autres petites déformations, un peu comme des petits bourrelets au regard de mes doigts, qui vont entraîner aussi une petite déformation, et il y a des calculs mathématiques qui ont été réalisés, on en parlera un peu plus loin dans la vidéo, et donc en fait, il y a plusieurs façons de pouvoir maintenir ce miroir pour éviter qu'il ne glisse vers le bas.
À mesure que nous allons l'incliner, notre miroir, eh bien là, il va prendre une déformation supplémentaire, il va se déformer un peu comme une pizza, comme ça, vers l'avant. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous créer un astigmatisme supplémentaire. En réalité, selon l'axe vertical, finalement, comme il est un peu plus incurvé qu'il ne devrait, eh bien, les rayons vont converger plus tôt que le point focal. Dans le sens inverse, à l'horizontale, sa focale reste normale, et donc ce que nous allons avoir, c'est qu'on va avoir cette difficulté à réaliser la mise au point, et une petite étoile va apparaître comme un trait dans le sens vertical ou horizontal en fonction de la mise au point, et entre les deux, on n'arrive pas à une parfaite étoile ponctuelle, mais plutôt à un truc un petit peu flou. Donc ça, c'est une problématique, effectivement, cet astigmatisme est bien sûr inévitable, mais peut-être limité aussi un tout petit peu par la façon, en tout cas on va essayer de ne pas empirer les petits bourrelets supplémentaires, mais donc c'est quelque chose en fait à savoir, votre miroir va se déformer en permanence au fur et à mesure de son utilisation. Le rôle de notre barillet est donc de gérer ceci. Donc typiquement voici le barillet d'un Célestron C8N, donc C pour Célestron, 8 pour 8 pouces, donc 200 mm, et N pour Newton. C'est un télescope qui ne se fait plus, on pourrait dire que c'est quelque part l'ancêtre du Skywatcher 200 000, dans la mesure où en fait c'est fabriqué par Cinta, et c'est la même boîte en fait. Cinta a racheté Célestron quelques années après la fondation finalement de Skywatcher. Et donc c'est la même boutique en fait. Donc ce barillet, vous pouvez voir qu'il a 3 points de touche en liège qui vont venir recueillir le miroir par l'arrière. Donc c'est l'équivalent de ce que faisaient mes 3 doigts. Comme vous pouvez le voir, c'est pas des petits points ponctuels, ce sont vraiment des grands traits. Et donc finalement le pic va être un petit peu plus étendu qu'un simple point ponctuel. Or, il est préférable d'avoir un point vraiment le plus petit possible pour avoir finalement une déformation un petit peu comme si vous voulez les ponts à haubans. Et puis vous avez 3 cales latérales puisque votre miroir doit être maintenu et ne va pas se balader finalement selon cet axe-là. Parce que bien évidemment, on est dans le cadre d'un télescope Newton qui va être sur une monture équatoriale allemande et va pouvoir être orienté dans tous les sens. Donc il faut retenir le miroir dans tous les sens, contre toutes les directions. La troisième chose, c'est que vous avez 3 points de fixation ici, ici et ici, où on va mettre donc une espèce de griffe en caoutchouc qui va maintenir le miroir et le plaquer sur le barillet. Donc voilà à peu près comment fonctionne un barillet de 300 mm. Vous avez 3 vis de blocage ici et 3 vis de collimation avec des ressorts. Donc en fait on dévissera les 3 vis de blocage, ensuite on fera la collimation avec les vis de collimation. On notera une chose, c'est que les vis de collimation traversent la partie supérieure du barillet et pourraient venir toucher le dos du miroir, l'endommager ou créer une distorsion supplémentaire. Nous allons parler dans quelques instants. Mais avant cela, juste vous présenter le type de barillet qu'on va réaliser pour un stroke. On va se contenter d'avoir 2 points de touche en fait finalement latérales, puisque le télescope ne va s'incliner que selon un seul axe. Donc ça va nous simplifier quelque chose. En revanche, vous pouvez voir qu'on a ici 4 points anti-chute qui vont pouvoir éventuellement nous poser un problème. Alors à mesure que nous allons augmenter le diamètre de notre télescope, le barillet va devenir un peu plus complexe. Vous avez ici le barillet de mon Mid Lightbridge 300. Donc c'est le télescope qui m'a servi de base pour fabriquer mon Stroke 300. Bien sûr, on ne peut plus travailler avec simplement 3 points de touche. On ne peut plus travailler avec simplement 3 points de touche puisque la distance entre ces points est trop importante et on va avoir des vallées trop importantes. Donc là, bien sûr, on va rajouter un triangle supplémentaire. Ce sont des triangles en acier. Avec ensuite injecté de plastique si vous voulez pour créer un système donc de rotules, et donc ces triangles vont avoir une liberté qui va créer en fait un isostatisme en venant s'adapter derrière le dos du miroir quand on va venir l'installer dessus. Ces triangles ne peuvent bien sûr pas être placés n'importe comment. S'ils sont placés ainsi, vous aurez 2 points trop proches, 2 pics trop proches, et là une énorme vallée qui va se créer ici, c'est pas adapté. Donc ils ont une position bien précise. Alors bien évidemment, il va falloir éviter la rotation de ces triangles, et pour ça, donc, nous avons 3 pastilles qui sont finalement du scotch double face. Mais ça va poser 2 problèmes. La première chose, c'est la surface, qui va nous faire un point de touche qui va être plus épais, donc finalement une zone de pic qui va être un peu plus large en diamètre. Et la deuxième chose, c'est que c'est collé dans le dos du miroir, et ça peut rajouter quelques petites contraintes supplémentaires. Donc quand on parle d'un miroir décontraint,
on parle donc de décoller ces 3 points, et on s'arrangera de façon autre pour empêcher la rotation, ça c'est ce que vous verrez tout à l'heure. Les 3 points qui sont les cales anti-chute, si vous voulez, servent également sur ce barillet à maintenir le miroir latéralement. Il n'y a pas de cale en liège sur les bords. Ces 3 points de cale anti-chute vont être vissés pour venir plaquer le miroir au fond du barillet. Ça pose un véritable problème en fait. C'est que si jamais vous êtes en train d'appuyer ici, ici et ici en même temps, le miroir finalement va être complètement contraint, si vous voulez, par l'arrière, et donc va être déformé également, ce qu'on appelle une aberration de trefoil, de trèfle en anglais, et donc ça dit bien un peu ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'une étoile ponctuelle en réalité va former un petit peu 3 petites étoiles ou une espèce de petite étoile à 3 branches, et puis quand on va vouloir faire la mise au point, ça va essayer de travailler comme ça. On a le sentiment, si vous voulez, qu'on n'arrivera pas à faire la mise au point à cause de ça. Donc j'ai déjà, voilà, j'ai un ami à qui c'est arrivé, il avait nettoyé son miroir et bien évidemment il avait dévissé et sorti de son barillet à cause donc du ventilateur. Et le problème, c'est qu'il avait tellement serré ces vis-là qu'il avait un trefoil qui était très très fort. Et Mars à fort grossissement était juste totalement inobservable dans la mesure où on n'arrivait absolument pas à faire la mise au point. Donc on voyait une Mars qui était en forme un petit peu de handset spinner, là. Donc voilà, un truc bizarroïde un peu à 3 branches, donc c'était un petit peu dommage. Donc voilà, le rôle d'un barillet, si vous voulez, c'est de respecter le miroir, de le maintenir. Dans le cadre d'un télescope Newton, bien évidemment, on va le maintenir dans toutes les dimensions, enfin dans tous les axes et les mouvements de ce miroir. Dans le cas d'un stroke, en réalité, on va pouvoir complètement le décontraindre, et donc vous comprenez bien que on va pouvoir finalement donc améliorer encore, en tout cas moins dégrader finalement les performances du miroir qu'avec ce type de barillet. Et vous allez voir donc qu'un amateur peut tout à fait faire un barillet meilleur que ça en réalité, et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Donc concernant maintenant le type de barillet que nous allons faire, il ne faut pas non plus se faire une montagne de la conception d'un barillet. M. Dobson lui-même, l'inventeur de ces fameux télescopes qui portent désormais son nom et qui sont la référence chez beaucoup d'astronomes amateurs qui sont passionnés d'observation visuelle, ne faisait pas de barillet aussi complexe que ceux que vous avez devant vous. Il se contentait tout simplement de mettre une moquette et de jouer simplement sur la souplesse et l'effet un petit peu ressort de cette moquette pour maintenir ses miroirs. Et je vous rappelle, si je ne me trompe pas, que son télescope faisait 60 cm de diamètre, et pourtant il avait quand même déjà des belles images. Mais néanmoins, les progrès de l'informatique et du calcul en éléments finis, etc., de la modélisation de la déformation des matériaux, permet aujourd'hui d'aller peut-être un petit peu plus loin et d'essayer donc de travailler avec une meilleure qualité. Donc je vous propose d'utiliser ce logiciel qui s'appelle Plop, et l'interface qui s'appelle GUI Plop, Graphic User Interface Plop, qui permet donc d'utiliser donc ce logiciel. Le logiciel Plop, en fait, on va lui rentrer un certain nombre de données qui vont être assez simples. On va lui donner le diamètre du miroir en millimètres. On va donner la dimension ortho, donc 406 pour un télescope de 400. On va lui donner l'épaisseur et on peut la mesurer avec un pied à coulisse, tout simplement. On va lui donner la focale connue du miroir de façon à prendre en compte le fait qu'il sera plus fin en son centre. Et on va lui donner le diamètre du miroir secondaire dans la mesure où finalement la partie centrale de votre miroir n'est jamais illuminée par la lumière venant du ciel puisque celle-ci est occultée par le miroir secondaire. À ce moment-là, on peut lui donner le nombre de points de notre barillet. Donc ici, on va prendre par exemple 18 points. On peut choisir si on veut avoir des triangles, donc les triangles ça va être ces petites pièces-là, hein, pour les barillets à partir de 9 points. Si on veut avoir des triangles de dimension variable ou des triangles équilatéraux, donc on peut lui mettre Allow Angle to Vary, on fait Done, et là on met Start Plop, il nous fait tout un calcul, et une fois avoir réussi ce calcul, il nous fait une modélisation de notre barillet. Donc qu'est-ce que ça va nous indiquer? En fait, vous allez avoir plusieurs triangles ici. Donc en fait, pour afficher cette vue, hein, j'ai fait graphic plot et contour plot. Hein. Donc les points, les zones en bleu sont les zones qui sont les pics qui correspondent finalement à l'endroit de mes doigts tout à l'heure. Les zones vertes sont les zones à peu près médianes.
Et la zone rouge est la zone la plus enfoncée finalement, et vous pouvez voir qu'elle se situe exactement à l'endroit du miroir secondaire. Et au final, on a une valeur qui s'appelle la Peak Valley, ici, 3,328 exposant moins 6 mm. Et c'est cette valeur qui va nous permettre de caractériser la qualité finale de notre barillet. Alors une chose est importante quand même à noter, c'est que Plop résonne sur un verre parfait, absent de toute contrainte mécanique, sur un télescope qui est braqué au zénith, alors que si on l'incline, on va bien comprendre qu'il va y avoir des transferts de masse, et puis cet effet un peu de guimauve du miroir, il est très faible, mais il existe, qui n'est pas pris en compte. Et la troisième chose, c'est qu'il considère un barillet qui sera parfait au niveau mécanique, c'est-à-dire absent de quelconque forme de frottement et de quelconque forme d'espèce de déséquilibre au niveau des mouvements qui le constituent. Et donc à partir de ce moment-là, il vient nous modéliser la forme des appuis qui correspond au barillet que vous avez devant vous. Et donc vous avez les différents points de touche là qui sont tout simplement des têtes de clous. Et en fait, on comprend qu'à chaque fois, comme j'ai une liberté sur chacune des rotules, ici, donc j'ai 6 points de rotule et ensuite 2 points de bascule, et bien en fait, je vais créer un isostatisme, mais cette fois sur 18 points et non plus 3 points comme j'avais à l'origine. Donc je peux vous afficher cette fois la forme des supports. Là, c'est les points eux-mêmes et les contours. Non, c'est pas celui-là. Ça doit être le cell part, voilà. Donc avec le dessin que vous voyez là maintenant à l'écran, vous pouvez retrouver exactement la forme de notre barillet avec les différentes bascules. Donc le bas est indiqué ici et le bas est devant vous là sur l'image vidéo, sur donc la table. Et donc vous avez les points de barre qui sont les barres ici, et vous avez ensuite les triangles. Vous pouvez également afficher les différents éléments, donc les parts de dimension. Donc là j'ai la dimension exacte de distance des 3 points qui constituent mon barillet, et je dois avoir les barres, je ne sais plus où, ah oui, voilà, ça c'est la longueur de la barre, donc j'ai exactement la longueur de la barre pour pouvoir espacer mes points. Donc on a toutes les données en fait qui nous sont nécessaires pour réaliser notre barillet. Dans le cadre d'un 18 points, donc c'est a priori ce qui est conseillé. Alors pourquoi? J'ai fait effectivement tourner Plop en mode, ici à droite, en mode Allow Angle to Vary, et à gauche en mode fixe. Et donc j'ai calculé pour mes différents miroirs, donc mon 200 que vous trouvez ici, mon 250, mon 300 et mon 400, pour regarder quelles étaient les meilleures valeurs à obtenir. Alors comment on va ensuite essayer de caractériser? Donc on a la valeur en peak to valley, donc en 10 puissance moins 6 mm. Donc en fait ce qu'on va considérer, c'est la longueur d'onde moyenne de la lumière visible qui est de 560 nanomètres. Donc la valeur sur l'onde est de 280 nanomètres, c'est la moitié de cette longueur d'onde. Et on va donc faire une division tout simplement. Donc c'est ce que vous voyez ici, on va diviser la valeur donc de 280 nanomètres par la valeur peak to valley que nous avons trouvée. Et à ce moment-là, je peux obtenir par exemple dans le cas, on va prendre par exemple celui-ci, donc c'est le 250 avec 6 points, et on obtient en fait un lambda sur 68 avec simplement 6 points. Paradoxalement, avec un 9 points, je peux obtenir soit 59 avec des triangles équilatéraux, soit 75 avec des triangles calculés de façon itérative par Plop, et c'est ce qu'a fait Pierre Strock sur la proposition donc de son barillet. Donc vous pouvez voir que entre lambda sur 75 et lambda sur 68, il y a une petite différence. La question est de savoir quel est le résultat le plus efficace. Après, c'est un peu à votre convenance. Ce que l'on a coutume de dire, si vous voulez, c'est que si vous avez un miroir à lambda sur 10, admettons, il faut avoir un barillet qui soit au moins au double, c'est-à-dire à lambda sur 20, à peu près. Donc comme j'ai un miroir à lambda sur 4, voire lambda sur 8, admettons, finalement l'un et l'autre sont bons. Par contre, il sera peut-être un petit peu juste de faire un 3 points pour un 250, puisqu'on aura un lambda sur 17.
Donc après, voilà, je vous mets dans la description le lien sur ce tableau Excel que vous voyez. Vous pouvez vous-même calculer, donc vous allez chercher votre valeur Peak to Valley calculée avec Plop, vous la rentrez dans ces cases grises et à côté de ça, vous aurez le lambda sur, donc qui est calculé à partir de cette architecture. Donc si on prend mes différents barillet, en fait, sur mon 200 que vous voyez ici, et puis je vais vous expliquer un peu après comment je l'ai construit, je suis à lambda sur 28 en 3 points, ici je suis à lambda sur 68, sur le 300 je serai à lambda sur 54 parce que j'ai des triangles qui ne sont pas équilatéraux, et sur le 400 je suis à lambda sur 84 en 18 points. Donc vous voyez que dans tous les cas de figure, finalement, je suis au-delà même d'un lambda sur 30, donc si j'avais un miroir de type artisan à lambda sur 15 ou 16, je pourrais tout à fait les installer sur ces barillets, et je n'aurais pas besoin de modifier les barillets. Ils ne sont pas parfaits, mais ceci dit, ils font le boulot. Donc pour un barillet, donc on va commencer à partir, si vous voulez, du barillet du stroke 300, mais bon, c'est exactement le même que le 250 de Pierre. Donc il repose finalement sur 3 points. Vous avez ici un premier point qui est fixe, vous avez ici 2 bascules et vous installez des triangles, donc ces triangles ont 3 clous et un petit trou qui vient se placer sur la pointe donc de notre bascule. Et notre triangle est donc libre de ses mouvements et donc de pouvoir faire un isostatisme local sur cette partie du miroir. Et vous avez donc là 2 barres, alors en fait c'est plusieurs barres d'aluminium insérées les unes dans les autres pour pouvoir réaliser celui-ci. Et ensuite vous avez un point de fixation avec un système de ressort de rappel pour bien plaquer le miroir vers le bas. J'ai ensuite 2 touches latérales ici. Alors selon les écoles, vous pouvez utiliser plusieurs matériaux, idéalement du téflon, voire même un roulement à billes. C'est une façon de faire. Il y en a qui vous disent qu'il faut les placer à 45 degrés, les autres à 90, les autres même à 120 degrés. Il y a plusieurs écoles là-dessus où on a la possibilité d'utiliser une corde à piano ou un frein de vélo. C'est ce que j'ai fait pour mon 400. Je vous mets d'ailleurs à ce propos dans la description un lien sur le site qui s'appelle cruxis.com. Où là vous trouverez justement une modélisation mathématique de la déformation en millimètres de l'astigmatisme qui correspond à l'effet de Guimauve de notre miroir. Et cela dépend également bien sûr du système de mécanisme de maintien au niveau latéral de notre miroir. Un des problèmes que vous allez rencontrer également si vous prenez des points de téflon ou ici de plasticarde, c'est un matériau qu'on utilise pour faire du modélisme, c'est que quand vous allez faire la collimation comme ceci, le miroir a besoin de bouger comme ça. Et en fait, vous pouvez avoir un frottement. Idéalement, il faudrait faire une collimation aux alentours de 45, 50, 60 degrés de hauteur, puisque la structure même du télescope est en train de travailler un peu en cisaillement, si vous voulez, vers le bas, alors que si vous êtes à la verticale, la structure du télescope ne travaille pas du tout. Mais vous avez un petit peu ces frottements, ce qui oblige à plaquer un petit peu le miroir. Et c'est pour ça, en fait, bon, alors vous comprenez que le miroir de 200 mm est tout simplement calqué sur celui-là, il y a juste les triangles qui sont en moins. Mais c'est pour ça que j'ai conçu ce barillet, qui j'appelle le barillet plaque de mon 250. Alors le barillet plaque, il repose sur le principe de 6 points et de simples petites bascules. Ça, c'est pas encore une trop grande difficulté finalement. Par contre, la propriété, c'est que vous avez 2 cales latérales qui sont solidaires de cette plaque et non pas de la cage du primaire finalement. Donc une fois que le barillet et que le miroir a été plaqué à la fois contre les 2 cales latérales et à la fois sur les 6 points qui constituent le barillet, et bien en fait il n'a plus de raison de bouger tout simplement. Et quand je fais la collimation, les 2 points de touche évoluant avec lui, finalement je n'ai plus cette difficulté et ce problème donc lors de ma collimation. Et j'ai mes 3 points de collimation. Une chose à noter qui est aussi intéressante, mon porte-oculaire étant ici, mon travail en fait de collimation je vais gérer la profondeur ici et je vais gérer ici le réglage droite-gauche. Donc en fait la collimation est très facile à effectuer avec ce barillet
Il est un petit peu bizarre au niveau de sa forme avec cette espèce de petite languette, mais je peux vous assurer qu'il marche superbement. Et on a surtout, voilà, il est basé simplement sur une plaque de bois qui fait 1 cm d'épaisseur et des petits profilés donc en T en aluminium. Il est assez facile à réaliser. Donc ça peut être une vraie bonne idée. Vous prenez une modélisation en 6 points avec Plop et ensuite vous l'imprimez et vous ensuite tracez, si vous voulez, vous marquez les points sur votre plaque de bois par exemple ou sur le fond de la caisse de votre télescope et vous travaillez à partir de ça. Le 250, je vous en avais parlé dans la vidéo du 400, est en fait le père finalement de ce 400 et donc on retrouve ce principe finalement de cornière. Alors les cornières sont pas simplement des T, elles sont un peu plus complexes. Et puis ensuite, j'ai monté tout simplement des triangles. Alors je peux vous montrer la cornière. Vous pouvez la voir ici devant vous. Donc c'est une cornière un petit peu en forme de chapeau inversé. Elle a une résistance mécanique qui est supérieure. Elle aura quand même sa déformation, il faut le savoir. Tout comme il y a une déformation sur le 250. Et puis ensuite, la fixation est tout simplement un écrou M3 avec une petite vis M3 donc à travers mon triangle et la vis est vissée dans l'écrou. Il y a une petite liberté et puis j'ai simplement une rondelle qui va servir finalement un petit peu de pivot et en fait on s'aperçoit que c'est tout à fait suffisant comme degré de liberté. L'important au final, c'est que votre barillet, une fois qu'il est placé, vous pouvez voir que vos triangles n'ont pas de difficulté à bouger sans avoir de degré de liberté en termes de rotation. Ça, c'est très important, vous pouvez le voir à chaque fois, et c'est pour ça qu'on met des clous finalement au travers. Mais en revanche, il a une liberté pour pouvoir se positionner dans l'espace et réaliser l'isostatisme sous notre miroir, et c'est exactement ce que nous recherchons. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée. Ensuite, comme vous l'avez vu, au niveau des cales latérales, ici, sur le 200, elle est solidaire de la caisse et ça me pose un problème puisqu'il faut bien replaquer le miroir si jamais je dois reculer un des points, etc. En fait, finalement, à chaque fois que je vais régler le droit-gauche, je dois replaquer le miroir. C'est pareil sur le 300. Je n'ai pas ce problème sur ce 250 grâce au barillet plaque. Et sur le 400, je n'ai pas le problème non plus grâce à ce câble de frein de vélo. Alors, c'est du Shimano. Voilà, ça coûte vraiment pas cher un câble de frein de vélo. Là, vous avez d'ailleurs la goupille typique. Et en fait, là, c'est tout simplement un profilet rond d'aluminium plein avec un profilet carré pour éviter que ça ne se balade trop. Et c'est simplement percé et vissé ici. Et donc là, ce câble viendra maintenir le miroir à peu près au niveau de son centre de gravité. Et donc sur le site cruxis.com, vous pourrez avoir des modélisations et vous verrez que le système du câble de vélo est assez efficace pour éviter un astigmatisme trop important sur votre miroir. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est à la fois assez complexe et finalement assez simple. Si vous faites un stroke 250, vous pouvez partir sur le barillet de pierre, il fonctionne très bien. Et donc il suffit de le faire au plan et en respectant bien les consignes qui sont données. Vous pouvez partir sur mon barillet plaque de mon 250, celui-là marche bien, mais effectivement, il a une architecture un petit peu différente, mais il marche bien. Après, celui-ci ne règle pas le problème des cales anti-chute, alors que sur celui du 300, vous avez ces plots et sur lesquels on fixe donc une espèce de languette qui viendra empêcher le miroir de basculer. C'est très important pour le transport. Voilà, donc vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir et à comprendre sur la conception d'un barillet. Donc je ne suis pas là pour dire il faut faire comme ça. Il y a beaucoup d'astronomes amateurs qui ont tenté beaucoup de façons de faire. Là, moi, je vous partage juste mon expérience. J'ai pas l'impression que ces barillets sont venus dégrader les images de mes miroirs. Et en tout cas, pour ce qui est du 400, je peux vous dire que avec un miroir à lambda sur 16 dessus, j'ai des images absolument excellentes. Donc je commence à croire à peu près qu'il n'est pas trop mal conçu et qu'il fonctionne pas trop mal. Alors là-dessus, je vous mets aussi des ressources, donc le site de cruxis.com où vous trouverez un certain nombre d'informations en anglais, le site de Pierre Strock où vous avez pas mal d'explications également sur la façon dont il conçoit ses barillets, et vous trouverez aussi le site de Serge Bertorello qui fournit énormément d'explicatifs très techniques. Il a un niveau qui est vraiment reconnu et vous avez déjà reconnu les petits diagrammes que je vous avais présentés dans une autre vidéo. Voilà, tous ces astronomes amateurs finalement ont fait beaucoup d'études sur le sujet.
le sujet continuera de faire couler de l'encre, mais l'objectif, bon voilà, c'est de faire un télescope qui marche, sans pourtant non plus partir sur une usine à gaz. On sait très bien que même si Plop nous donne donc un barillet à lambda sur 70, et ben en réalité, voilà, le barillet sera moins bon que ça. À partir d'un certain moment, voilà, Plop est complètement dans les choux pour faire la modélisation, mais sera suffisant quand même pour nous permettre de faire quelque chose de correct. Alors vous comprendrez bien sûr qu'un barillet finalement est quand même, voilà, a certaines règles de base de son fonctionnement à considérer pour fonctionner correctement. Une chose que je ne vous ai pas montré sur la démonstration, il n'y a pas de règle fixe pour dire voilà 200 mm égale 3 points, 300 mm égale 9 points, 250 égale 6 points ou 9 points, etc. Ça va dépendre aussi d'une caractéristique absolument fondamentale qui est l'épaisseur de votre miroir. Si vous avez un miroir extrêmement fin, et ça existe bien sûr, eh bien peut-être que 9 points ne sont pas suffisants et qu'il faut éventuellement passer à 18. Dans le sens inverse, un barillet, il vaut mieux quelquefois un barillet vraiment bien fait mais simple. Celui-là est très simple, voilà, vous pouvez voir, il y a une liberté totale de ces petites bascules, même si les points de touche sont complètement à revoir, j'en conviens, mais il est très simple à réaliser, mais il marche bien parce que justement il est simple, le miroir est complètement libre là-dessus, j'ai pas de, voilà, les points de touche sont donc latéraux sont corrects, et donc ce barillet fonctionne. Donc dans certains cas, vous pourriez être amené à réaliser un barillet pour un 250 qui va faire 18 points comme celui de Laurent Bourrasso, vous le verrez bientôt sur la chaîne. Et dans le sens inverse, vous pourriez aller simplement vers un 6 points pour un même télescope de 250 mm. Mais par contre, la différence, c'est que Laurent a un miroir extrêmement fin, il fait 1 cm de moins que le mien, alors que moi, c'est un miroir tout simple du commerce. Et en réalité, voilà, les calculs que j'ai faits montrent que ça marche très bien. Et j'ai voulu faire un miroir, un barillet vraiment simple mais efficace. Et la preuve, c'est qu'à l'image, de toute façon, il fonctionne bien. Voilà, donc il ne faut pas s'enfermer dans un schéma, il faut juste essayer de comprendre, et puis de toute façon, le véritable verdict, c'est le ciel, c'est-à-dire qu'après ça, vous utilisez votre télescope, et vous voyez s'il fonctionne correctement. S'il y a quelque chose à revoir, il faut essayer de comprendre quelle est la contrainte, etc., s'assurer de l'absence de tréfoil en particulier, et puis là, à ce moment-là, voilà, s'il faut corriger, eh ben, on corrige, c'est pas grave. Un télescope stroke, eh ben, on en vient éventuellement à faire quelques modifications jusqu'à le finaliser, comme vous le voyez. Voilà, les points de touche sur celui-là, je veux les revoir, mais ceci dit, le miroir fonctionne. Enfin, le barillet fonctionne. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre et en tout cas de voir à peu près comment construire le barillet de votre télescope. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, mais aussi à faire vos propres recherches sur différents forums, qu'ils soient francophones ou anglophones. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à faire connaître l'ensemble des vidéos de cette série sur la construction des télescopes Stroke autour de vous. J'espère que ça vous permettra de mieux comprendre votre instrument et aussi, par exemple, si jamais vous faites le nettoyage de votre instrument, de comprendre qu'il vaut mieux éviter de coller les points sous le miroir, c'est ce qu'on retrouve souvent chez les professionnels, et vous retrouvez quelquefois une espèce de pastille en plastique par-dessous qui viendra les maintenir les triangles en position sans pour autant qu'ils n'exercent de contraintes sur le miroir. C'est ce qu'on appelle un miroir décontraint. Donc voilà, il y a beaucoup de choses encore à dire sur les barillets. Ceci était, j'ai envie de dire, presque une bonne introduction qui est quand même déjà un petit peu fournie, mais pour autant je ne sais pas tout, je n'ai pas cette prétention. J'essaie de faire des télescopes qui me donnent des belles images et je crois pouvoir dire que c'est un petit peu le cas. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.